Je suis contente et je remercie le mémorial parce que nous avons une table ronde à 100% féminine. Donc, on pourrait détendre un peu l'atmosphère. Hein, bravo, et surtout en ces périodes sensibles, on va dire. Donc, merci, merci du fond du cœur. Alors, enseigner les questions sensibles, je pense que la table ronde qui nous a précédés a déjà vraiment brossé le décor. Hein. On est vraiment en droite ligne de la table ronde précédente. Tout ce qui a été évoqué, le complotisme, les acteurs qui viennent concurrencer l'éducation nationale, hein, YouTube, Dieudonné, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas lorsqu'on a commencé à parler de questions sensibles. Souvenez-vous, je crois que le premier livre à en faire état, c'était Les territoires perdus de la République. À ce moment-là, il s'agissait d'un ensemble de questions sensibles. Déjà, hein, de différents champs disciplinaires étaient concernés, pas seulement l'histoire, la biologie, SVT, la gymnastique, la littérature, la philo. Et on peut dire que depuis, ça ne s'est guère arrangé. Donc, je vais passer immédiatement la parole, hein, puisqu'on doit essayer de rattraper notre retard, à Sophie David-Artu pour le projet numéro 1. Sophie David-Artu est professeure d'histoire-géographie au lycée René Descartes à Champs-sur-Marne, donc Académie de Créteil, et son projet est lutter contre les discriminations, sensibiliser les élèves à la question des Roms en France. Donc c'est un projet que nous menons. Alors ici, je représente vraiment mon établissement. Hein, c'est un projet qu'on mène depuis 2-3 ans au lycée de Champs. Parce qu'on est parti d'une réalité locale. En fait, mon lycée donc, se situe à Champs-sur-Marne. Je vais vous montrer une carte tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on est dans l'est de Paris et régulièrement, les élèves sont confrontés à des expulsions récurrentes de campements de Roms. Et en 2014, certains Roms sont venus donc se réfugier directement dans le lycée. Donc de là est partie quand même une réflexion avec l'ensemble de mes collègues. Donc voilà un petit peu. Cette carte, en fait, c'est le campus de Marne-la-Vallée. Donc nous sommes le triangle, ici c'est le lycée Descartes, et de l'autre côté donc, du campus où il y a quand même l'école nationale des ponts, vous avez donc des campements roms qui se sont installés dans les bois. Donc nos élèves, nos lycéens sont régulièrement confrontés donc à la réalité des Roms, et parfois dans les couloirs on entend des propos qui nous heurtent. Donc on s'est quand même posé la question de quoi faire. En même temps, nous avons mené depuis 2-3 ans un projet sur d'autres formes de discrimination, donc sur les classes de seconde. Et là, j'espère qu'il n'y a pas d'IPR, on a ramassé toutes les heures de MC, on a ramassé toutes les heures d'AP, on s'est mis à peu près d'accord. J'ai la chance d'être dans un lycée où on a des classes de seconde à 25 élèves parce qu'on a modifié un peu la DHG, enfin voilà. Donc par contre, on n'a pas de demi-groupe, mais voilà, donc on a récupéré du temps pour ce projet. Donc on a essayé d'inclure les Roms dans ce projet qui est beaucoup plus global. On a des partenaires donc, internes. Alors, première chose, l'administration de mon lycée nous a toujours soutenus. Ce qui n'est pas toujours évident sur d'autres projets, puisque moi-même, quand j'ai essayé de parler des théories du complot dans mon lycée, on m'a soit rigolé au nez, soit gentiment éconduit. Pour les Roms, visiblement, il y a eu une forme d'écoute. Donc, c'est un projet qu'on mène avec le CDI et avec l'équipe d'histoire-géographie. Donc, on est 4 professeurs d'histoire-géographie. On essaye d'intégrer le stagiaire tous les ans au projet. Et alors, ça va peut-être répondre à la question de ce matin. Là, pour le coup, l'équipe de langue s'est vraiment investie. Donc, dont ma collègue d'espagnol qui, je vais vous montrer, fait des activités sur les gitans.
donc, et une collègue d'anglais qui travaille avec nous. Le but étant de ne rien imposer, puisque quand je suis arrivée, donc, il y a 4 ans dans le lycée, alors moi je viens d'un collège où on travaillait énormément en interdisciplinarité sur l'histoire des arts, enfin, il y avait plein de projets. Quand je suis arrivée au lycée, rien. Je trouvais que c'était très cloisonné, donc ça m'embêtait un petit peu. Au bout d'un an et demi, à force de discuter, etc., on a réussi à fédérer, et maintenant on essaye d'intégrer tout prof qui a envie d'intégrer le projet. Et c'est pour ça qu'il peut vous paraître un petit peu à la fois très souple et partir dans plusieurs axes de réflexion. Parce que j'ai des collègues, par exemple, qui étaient tout à fait favorables à participer, mais qui ne savaient pas trop comment parler des Roms. Donc on leur a proposé un partenaire extérieur. Et on a la chance, à Champs-sur-Marne, d'avoir une section d'Amnesty International qui travaille aux côtés des Roms et qui est d'accord pour faire des interventions dans les classes. Donc, par exemple, certains collègues qui n'ont pas envie de faire la même reprise que moi après l'exposition qu'on va présenter aux élèves, font appel à cette section d'Amnesty International. On a un deuxième partenaire qui est les jeunes ambassadeurs des droits. Donc là, c'est quelque chose de plus institutionnel. Et cette année, l'année 2016, 3 classes ont bénéficié de cette intervention, donc des jeunes défenseurs des droits, où là, ça va plutôt être l'aspect juridique des discriminations qui est abordé. Alors, la structure de l'action, en fait, elle part d'une exposition qu'on fait venir. Donc, c'est une exposition d'Amnesty International. C'est vraiment la base du projet. Donc, elle vient au lycée et on va donner un questionnaire aux élèves, donc, pour qu'ils analysent cette exposition. Donc, elle balaye à peu près toutes les formes de discrimination hier et aujourd'hui. Et après, les professeurs qui le souhaitent peuvent, mais après c'est leur choix, peuvent soit demander une intervention donc, des jeunes ambassadeurs des droits, soit demander une intervention d'Amnesty International, soit faire une activité pédagogique en plus. Donc c'est un petit peu à la carte. Le but étant de ne pas froisser, de ne pas imposer, puisque disons que je suis dans un lycée où il faut y aller petit à petit sur les projets. Tous mes collègues ne sont pas convaincus par la pédagogie de projet. Donc voilà, ça c'est la première chose. Les élèves donc, viennent voir l'exposition. Alors, ça peut être avec leur prof d'histoire géo, ça peut être aussi avec leur professeur principal, puisqu'ils ont 1 heure d'AP dans leur emploi du temps. Donc voilà, c'est assez souple. Et chacun peut faire un petit peu l'exposition, soit y consacrer 1 heure, soit y consacrer 2 heures. L'exposition, on la garde à peu près de 2 à 3 semaines. Donc, alors, il y a un demi-groupe qui part voir l'exposition avec un questionnaire qu'on a établi avec le professeur documentaliste. Et pendant ce temps-là, l'autre demi-groupe, on va lui donner des documents. Donc je vais passer assez vite parce que ça ne touche pas que les Roms. Donc là, c'est la première version du questionnaire, voilà, par groupe de 2 ou 3 élèves. Les élèves donc, lisent l'exposition. Alors il y a soit le prof, soit la documentaliste qui les aide un petit peu, parce que de temps en temps, les panneaux ne sont pas toujours très compréhensible de prime abord par les élèves. Donc, il y a plusieurs versions de questionnaires. Donc, ici, soit ils font tout le questionnaire sur toutes les formes de discrimination, soit on leur propose aussi un autre questionnaire où ils vont répondre à 3 questions, en particulier sur une forme de discrimination. Donc ça peut être vis-à-vis des femmes, le racisme, l'appartenance à une religion, la préférence sexuelle ou les Roms. Donc pendant qu'ils répondent au questionnaire, moi je leur propose d'autres documents, donc ils sont au CDI par groupe de 2 ou 3, et je passe dans les groupes pour activer un petit peu la réflexion. Donc ces documents sont divers et variés.
Il y en a un qui suscite toujours un peu de discussion, c'est celui-ci, hein, donc sur Madame, pourquoi on met des gros mots? Parce que c'est aussi un peu le langage, donc il faut quand même bien expliquer. Alors souvent, c'est pas le mot négro, ni pédé, ni gouine qui pose problème, c'est pute. Donc on discute, etc. Et dernier document, je propose donc un extrait d'Amnesty International avec, toujours ici sur le thème des Roms, donc les préjugés donc, sur les Roms. Les Roms sont sales, sont des parasites, sont des boucs émissaires rêvés, etc. Donc on amorce la discussion. Autre document ici qu'on propose. Alors, la tâche finale, c'est la réalisation d'une affiche de prévention par groupe. Donc, rien de révolutionnaire. Hein. Donc, on leur donne 2 ou 3 semaines pour la réaliser et la rendre. Et par groupe de 3 ou 4, ils doivent nous déterminer sur quels préjugés repose la discrimination, comment est-ce qu'elle peut se manifester concrètement et comment on peut lutter contre elle. Donc, je vous présenterai tout à l'heure quelques travaux d'élèves. Très intéressant au demeurant. Alors, une des principales difficultés la première année, c'est qu'aucun groupe n'a voulu travailler sur les Roms. Donc, certains élèves prétextant qu'ils ne connaissaient pas trop le sujet, ou bien préféraient travailler sur le sexisme ou sur les mœurs. Donc, l'année d'après, j'ai un petit peu biaisé, je les ai fait tirer au sort le sujet. Et bien évidemment, j'avais mis 2 fois plus de Roms que... voilà. Donc, la première année, j'étais un peu frustrée. En même temps, je comprends aussi les élèves, puisque ce n'est pas un sujet qu'on aborde très fréquemment. Voilà. Donc, pour avoir des réflexions, pour avoir une amorce, j'ai triché. Voilà. Donc, quelques travaux d'élèves. Hein, donc, ils étaient assez libres dans la conception. Soit ils reprenaient une image sur Internet, soit ils faisaient un dessin eux-mêmes, parce qu'il y en a qui ont de grandes qualités artistiques. Et donc, ils produisaient un texte. Nous avons demandé à l'intendance d'acheter une machine à plastifier et maintenant on expose leurs travaux. Donc, alors on les note hein, parce qu'il faut les évaluer, mais disons que la partie notation, ce n'est pas ce qui m'importait du tout. Moi, je voulais qu'ils réfléchissent sur ces discriminations. Donc, autre type de travaux qu'ils ont pu faire. Voilà, donc quand ce sera ton tour, tu feras quoi Ça, c'est plutôt sur les discriminations de genre. Et, voilà. Donc, certaines classes s'arrêtent là. Certaines classes, parce que les professeurs n'ont pas envie d'aller plus loin, s'arrêtent là. D'autres classes vont faire appel donc, à des activités complémentaires. Et ici, donc là, c'est plus la partie juridique. On va déterminer comment juridiquement on crée une discrimination. Qu'est-ce que c'est que juridiquement une discrimination? Donc, souvent, c'est plutôt des collègues non historiens qui prennent cette activité. Mais j'ai aussi quelquefois des collègues d'histoire qui s'arrêtent là aussi. D'autres vont plutôt demander donc, à Amnesty International de venir débriefer avec les élèves. Donc, on y consacre 1 heure ou 2. Et il y a des échanges très intéressants. Moi, l'année dernière, j'ai assisté en plus avec une classe de seconde qu'avait ma collègue donc, à ces échanges. Il faut savoir aussi que la section d'Amnesty à Champs va sur place dans les campements et essaye donc d'améliorer un peu les conditions de vie très difficiles de ces gens. Donc, certaines classes vont s'arrêter là aussi. Et puis, j'ai eu la chance de travailler avec une collègue d'espagnol. Alors, pas cette année, on n'a pas de classe en commun. Mais l'année dernière, avec ma collègue d'espagnol, elle a travaillé sur les gitans. Et elle propose une vidéo très intéressante. Je pourrais vous donner sur YouTube. Hein. En fait, ce sont des enfants espagnols et gitans qui se présentent devant la caméra et quelqu'un, donc une voix off, va leur demander dans un dictionnaire, le dictionnaire de l'Académie royale espagnole,
d'aller chercher la définition de gitan. Et là, les enfants trouvent des mots tels que trapaceros, qui signifie fourbe et malhonnête. Et évidemment, la réaction des enfants, c'est mais c'est pas juste, ils nous insultent, d'autres personnes peuvent être comme ça, puisque ces enfants qui se présentent sont eux-mêmes gitans. Donc, ça amorce aussi une réflexion sur le groupe. Quand on parle des Roms, des gitans, c'est déjà le groupe, il n'y a pas l'individu qui apparaît. Après, elle leur propose aussi des textes en espagnol. Et là, je vais vous proposer en fait la partie que moi je fais en prolongement de ces activités. Donc, j'y consacre quelques heures, c'est modulable en fonction des classes ou en fonction de l'intérêt des élèves. Et les pistes de réflexion, ça va être vraiment de partir du quotidien des élèves. Qui sont les Roms que les élèves voient au quotidien? D'où viennent-ils? De quels préjugés sont-ils victimes? Donc là, ils ont déjà eu une belle collection à travers l'exposition, à travers les activités. Et pourquoi sont-ils des boucs émissaires idéaux aujourd'hui? Donc je repars évidemment Voilà, c'est un peu un cours dialogué, en fait. Donc, je leur présente qui sont les Roms qu'ils voient au quotidien. Donc, en fait, d'abord, je leur explique déjà que le mot Rom, c'est quand même un terme endonyme, qu'ils peuvent trouver aussi de Tziganes, qu'ils peuvent trouver selon les lieux d'autres dénominations, que c'est un ensemble de populations, mais attention, ces populations ne forment pas un groupe unique. Et puis, les Roms qu'ils voient au quotidien, c'est souvent des Roms migrants, donc, qui existent au sein de l'Union européenne. Mais ces Roms, ils ont des identités plurielles en matière de langue, de religion. Et ici, c'est vraiment l'idée de déconstruire l'idée du groupe unique. Parce que souvent, pour les élèves, la représentation, les Roms viendraient du même endroit, auraient la même culture, la même religion, la même langue, etc. Ce qui est complètement faux. D'où viennent les Roms qu'ils peuvent voir au quotidien. Donc là, c'est vraiment un travail historique, comme on pourrait faire sur n'importe quelle autre communauté. Donc leur expliquer que principalement, oui, ce sont des Roms qui viennent de Roumanie ou de Bulgarie, que depuis 2002, ils n'ont plus besoin de visa, qu'ils sont citoyens de l'Union européenne et qu'à ce titre, ils ont le droit de voyager, etc. Et là, ils sont très étonnés, souvent, qu'il y ait un ancrage territorial. Pour eux, les Roms, c'est un groupe sans territoire. Enfin, ils sont assez étonnés que... oui. Enfin, je sais pas... c'est le groupe des Roms. Donc, je leur explique quand même qu'il y a 2 millions de Roms en Roumanie, 800 000 en Bulgarie, et qu'en France, on estime à peu près les Roms migrants à 15 ou 20 000 personnes. Donc, déjà, peut-être relativiser aussi certaines choses qu'ils entendent, l'invasion des Roms dans les métropoles françaises. Pour quelles raisons est-ce qu'ils viennent? Comme tous les migrants économiques, la plupart du temps, ils cherchent à avoir des meilleures conditions de vie pour eux et leurs enfants. Ils cherchent à fuir la pauvreté, à fuir les discriminations auxquelles ils sont confrontés dans leur propre pays. Et là, on étudie un arrêt de la Cour européenne qui a condamné donc, la République tchèque pour avoir scolarisé des enfants roms systématiquement dans des écoles spéciales destinées donc à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors des fois, ça peut susciter des réactions. Les élèves me disent « oui, mais bon, ils ont peut-être vraiment des difficultés, donc c'est normal de les regrouper dans une même école. » Bon. Pourquoi pas, on peut en discuter. Autre document très intéressant que j'ai trouvé donc, sur le site de Marne-la-Vallée Turbulence Radio Lézard, qui est en fait une association très locale. Et c'est une lettre que les Roms de Champs avaient écrite au président de la République, à François Hollande. Et là, je demande aux élèves quels sont les arguments
que les Roms présentent au président de la République pour avoir des conditions de vie un peu meilleures. Enfin, pour quelles raisons sont-ils venus à Champs-sur-Marne? Pourquoi sont-ils installés dans les bois de l'autre côté de votre lycée? Et là, donc, ils repèrent des arguments. Voilà, ils veulent vivre en paix, ils veulent être... Ils ont peur donc d'être sans arrêt expulsés. Et ça, les lycéens voient bien la réalité. Voilà. Donc, deuxième chose, l'axe de réflexion, c'est... vous voyez, ici, vous avez un document qui émane des Roms, de Champs-sur-Marne, et comment est-ce qu'ils sont perçus? Comment est-ce qu'eux sont perçus par le reste ou une partie des habitants? Et donc, on nous prend pour des voleurs, des mendiants qui refusent de travailler. Si nous faisons la manche, c'est pour continuer à vivre. Donc, leur expliquer que les conditions de vie sont quand même déterminantes pour ces Roms. Et là, je vais me servir d'une autre expérience locale. Donc, j'ai la chance d'avoir enseigné dans un collège ZEP, APV, enfin, pendant une douzaine d'années. Et une de mes collègues a monté donc, une classe d'UP2A NSA, qui est une unité pédagogique pour enfants allophones arrivant non scolarisés antérieurement. Donc, ce sont depuis quelques années, alors ça existe dans toutes les académies, mais je pense que Créteil étant un peu en pointe sur l'arrivée d'élèves soit ne maîtrisant pas du tout la langue française, soit n'ayant pas été scolarisés. Donc, voilà. Et j'essaye de leur montrer que ces élèves, donc, qui vont être scolarisés donc, entre 11 et 16 ans. Sur les 29 élèves que ma collègue et amie a accueillis donc, entre 2015 et 2017, il y en avait 7 qui étaient roms. Donc déjà leur montrer que si les Tchèques mettent les enfants roms dans une structure particulière, en France, ce n'est pas du tout notre politique. On les mélange à d'autres élèves. Et ici... là, c'est un bilan que je leur donne, mais j'aimerais qu'elles viennent témoigner ou j'aimerais emmener ma classe de seconde dans sa classe de NSA pour qu'il y ait un vrai contact humain. Et peut-être un petit peu, ça fait référence à ce matin, ce qu'on a dit sur réhumaniser les statistiques. Donc, quels sont les freins à la scolarisation? Les enfants le disent très bien, les expulsions, la survie quotidienne. Et sur ce bilan, 2 élèves roms sont complètement déscolarisés. Ils sont tombés dans la délinquance. Par contre, pour les 5 autres, globalement, ça a été une réussite. Donc, montrer aux élèves que ces enfants, quand ils sont scolarisés en France, ça peut être une réussite. On continue sur aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Roms constituent des boucs émissaires idéaux. Et là, s'engage une discussion parfois difficile. Je leur explique quand même que les Roms, un des problèmes, c'est qu'ils sont surmédiatisés. Tout le monde connaît les Roms, mais finalement, on ne connaît pas vraiment exactement leurs conditions. Souvent, on parle des Roms dans la presse comme des mendiants, des voleurs de poules, etc. Alors, il ne faut pas évacuer cette discussion parce que les élèves arrivent avec parfois des idées qui sont difficiles à entendre, mais leur expliquer aussi que la délinquance, elle existe dans toutes les communautés. Alors, effectivement, en France, on a le problème, on n'a pas de statistiques, puisqu'on ne fait pas de statistiques sur l'origine ou ethnique ou autre, que oui, il y a des mineurs roms qui peuvent être dans des réseaux, mais que ce n'est pas du tout une majorité. Et puis, après, là, c'est la partie la plus compliquée, essayer de déconstruire les préjugés. Pourquoi est-ce que les Roms sont sujets à plus de préjugés que les autres? Alors, souvent, les élèves disent, oui, on ne les connaît pas, finalement, c'est la peur de l'autre. Pourquoi pas. Autre piste qu'on essaye de leur donner, c'est la peur du nomade. Dans les sociétés sédentaires comme la nôtre, ces gens sont effectivement, ils sont nomades. Ils apparaissent comme nomades en France, mais pas du tout dans leur pays d'origine.
Donc, essayer de montrer un petit peu, de déstabiliser les élèves dans leur représentation stéréotypée des Roms. Et puis aussi, souvent, ils disent « bah oui, mais ils sont pauvres ». Oui, c'est vrai, il y a une certaine peur du pauvre aujourd'hui, d'autant plus que, bah oui, ils l'ont écrit dans la lettre au président, ils aimeraient bien faire autre chose que de mendier, pour certains, et aussi cette peur de... bah on les voit, les Roms migrants, et expliquer aux élèves que, évidemment, les Roms qui vivent en appartement ou en maison, on ne les voit pas. Ils sont invisibles à la société. Donc finalement, on ne leur montre ils ne voient qu'une toute petite partie de ces Roms, ceux qu'ils ont dans le camp. Et je finis par leur montrer, je vais un peu vite, ce que ça a pu donner dans l'histoire. Et là, évidemment, je vais me servir de ce que j'ai pu apprendre au mémorial de la Shoah à travers les différentes universités. Donc ces rejets, ces discriminations peuvent aller jusqu'au processus de génocide. Donc là, je vais me servir un tout petit peu, puisque ce n'est pas leur programme, mais dans le bilan, j'espère m'en servir en première. Donc qu'ils étaient déjà considérés comme asociaux, qu'ils étaient considérés comme inférieurs, qu'une grande partie d'entre eux ont été assassinés, qu'ils ont été l'objet d'expériences médicales, que la France a participé aussi à ces violences, puisque ici on a les camps d'internement, et avec aussi... Ça a commencé un peu avant avec ce qu'on appelle le carnet anthropométrique donc, de 1912, puisqu'ils étaient déjà fichés comme nomades. Ici, c'est une carte des camps d'internement pour Tziganes et donc, quelques extraits que j'ai trouvés dans Études Tziganes. Ce sont des témoignages de Français qui ont vu des Tziganes donc, dans les camps d'internement. Donc les élèves ont accès à tout ce corpus. Alors le bilan, c'est très difficile de mesurer l'impact du projet. À court terme, il y a quand même une amorce de réflexion. Très souvent, les élèves viennent discuter en disant « Ah, c'est bien quand même d'avoir abordé ce sujet-là ». Souvent, à la maison, ils ne l'abordent pas ou il y a une certaine gêne. À moyen terme, je réutilise donc en classe de première sur tout ce qui est notion de stigmatisation, bouc émissaire, préjugés, puisque comme on aborde les politiques d'exclusion et la Shoah. Et à long terme, je rejoins mes collègues, je ne sais pas. Disons qu'on a amorcé une piste de réflexion. Est-ce qu'on a réussi à déconstruire tous les préjugés ? Non. Voilà, on entend encore parfois dans les couloirs ouais, mais les Roms, c'est tous des voleurs. Voilà, c'est à long terme, je ne sais pas. Donc cette année, on va réutiliser ce projet, on va essayer d'avoir d'autres pistes. J'aimerais bien aussi donc, aller voir d'autres partenaires donc, qui travaillent aussi sur les Roms migrants. Voilà. Je me suis beaucoup servi d'un ouvrage de Martin Oliveira que j'ai eu la chance aussi de rencontrer dans un stage de l'Académie de Créteil, en fait. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de pistes de réflexion, notamment sur tout ce qui est la peur des Roms. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce sont les boucs émissaires idéaux ? Et puis, un livre aussi de Jean-Pierre Liégeois sur les Roms et les Tziganes. Puis après, d'autres petits livres, dont l'Atlas des Tziganes aussi, qui est pas mal. Et deux ouvrages, en finir avec les idées fausses sur les pauvres et la société, puisque, évidemment, les Roms migrants que les élèves côtoient au quotidien accumulent un petit peu toutes les idées fausses sur leur tête. Ils ne veulent pas s'intégrer. Donc, à travers l'exemple de la classe de NSA, j'espère que certains élèves verront que si, quand on a des projets pour eux, ils s'intègrent finalement pour la plupart d'entre eux. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Nathalie de Spire, qui est enseignante à temps complet à la prison de Fleury-Mérogis.
et qui va nous présenter son projet « Comment enseigner des sujets sensibles liés à l'histoire des Juifs et d'Israël en milieu carcéral ». Donc, je suis enseignante depuis 4 ans à plein temps à Fleury-Mérogis. Donc, c'est un choix que j'ai eu puisque je faisais des interventions hebdomadaires pendant 15 ans. Et j'ai une collègue qui est partie. Et du coup, quand elle est partie, j'ai décidé de prendre sa place et d'enseigner mes 18 heures à Fleury-Mérogis en milieu carcéral, en sachant que l'expérience que j'avais eue de 3 heures hebdomadaires m'avait donné envie d'enseigner dans ce milieu très spécifique où, contrairement aux idées reçues, l'impact était très positif et j'avais justement envie de servir à quelque chose, parce qu'à chaque fois que je faisais mes enseignements, j'avais toujours des remerciements. Bref, j'avais quand même un très bon contact avec ces élèves. Donc du coup, j'ai pris le choix de partir là-bas, de récidiver. Ça fait maintenant 4 ans que je récidive chaque année. Et ça se passe relativement bien pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que enseigner, notamment d'une façon générale, l'histoire, c'était très problématique parce que beaucoup d'entre eux ne voient l'histoire que par des mensonges. Je ne vais pas revenir sur le problème qu'on a vu dans les tables rondes précédentes, mais effectivement, je ne vais pas dire que 100%, parce que ça serait mentir, mais 90% des élèves qui sont devant moi sont ainsi. Donc, il va falloir faire face à ça, et j'avoue que parfois, j'ai un peu de mal. Quand vous avez... Alors, j'ai la chance d'avoir, moi, que 6 ou 16 élèves devant moi, donc élèves réduits, mais quand même, quand vous n'avez que 6 devant vous ou que 16 devant vous qui vous prennent de fouet comme ça avec des propos antisémites, je vous avoue que c'est pas si facile à y faire face. Et justement, par rapport à ça, je me suis inscrite et je m'inscris toujours très régulièrement, comme j'habite pas loin d'ici, à des colloques ou des universités d'été du mémorial de la Shoah, parce que vraiment j'ai besoin d'outils face à ce que j'ai devant moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je remercie beaucoup le mémorial, parce que vraiment c'est une aide précieuse pour appréhender mes cours. Alors, je vais distinguer deux points, puisque j'ai des niveaux qui sont variables entre la 3e et la terminale, voire j'enseigne aussi pour des adultes entre 25 et 30 ans qui veulent retourner à l'université et qui préparent un DAU. Donc, par rapport à ça, par rapport à la 3e, j'ai pas mal de bacheliers, pro ou non pro, et donc du DAU, je suis obligée quand même de suivre des programmes. Et donc, par le biais des programmes, je dois parler du conflit israélo-arabe et de la Shoah. Et en général, dès que je prononce ces 3 mots, en général, là, il faut m'attendre à tout. Et à tous les propos qu'on a pu entendre tout à l'heure, puisque c'est quasiment leur rituel. Alors, je me suis posé la question dans un premier temps, pourquoi, dès qu'on prononce ces mots-là, tout de suite, pour eux, ils se renforcent. Hein, j'ai l'impression que ça leur donne du poids. Et en fait, je me suis rendu compte, effectivement, que pour enseigner soit le conflit israélo-arabe ou soit la Shoah en milieu carcéral, d'abord, il faut bien connaître les individus que j'ai devant moi. Alors, pas connaître leurs affaires, parce que ça ne m'intéresse pas du tout, mais avoir une approche sociologique et même psychologique de ces individus afin d'être au plus près de leurs attentes.
Donc justement, par rapport à ça, et notamment je me suis appuyée très récemment, et ça a confirmé ce que je pensais, d'un livre d'un sociologue qui s'appelle Lapéronie, qui a travaillé sur la ghettoisation. Et j'ai repris un petit peu ces points, car il me semble qu'il voit très bien justement dans ce milieu carcéral un travail important à faire, de par justement une étude sociologique et psychologique de ces élèves. Puisque pour appréhender, en fait, leur souci majeur, c'est qu'ils sont dans un endroit fermé, et par rapport à ça, ils vont essayer de retrouver un semblant d'humanité, on va dire. En tout cas, ils veulent retrouver des points communs entre eux. Et malheureusement, les seuls points communs qu'ils ont entre eux, c'est, comme ils sont en prison, c'est que bien sûr l'État est pas bon, puisque c'est l'État qui les a emprisonnés. Donc, s'ils sont là, c'est bien à cause de l'État qui est contre eux. Si également ils sont là, c'est que comme par hasard, ils sont issus pour la majorité, c'est vrai, sans faire d'amalgame, ils sont issus majoritairement des cités. Donc, du coup, ils veulent retrouver aussi un milieu pour essayer de se reconforter par rapport donc, à ce que l'État les a mis en prison, mais aussi par rapport aux surveillants, où il y a d'importantes contraintes sécuritaires. Et donc, du coup, ils font tout pour, dès qu'il y a un moment où ils sont ensemble, essayer de se retrouver leur territoire, retrouver une espèce d'identité. Et en fait, je me suis rendu compte que ce problème de territoire, ce problème d'identité, c'est pas un hasard, parce que eux-mêmes ont été victimes du fait de leur territoire, on va dire, cité, de leur bâtiment, parce que parfois leur territoire, ce n'est que le bâtiment de la cité. Et ce problème également d'identité, eh ben, ils l'ont connu. Ce sont des personnes qui ont subi beaucoup de discrimination. Et du coup, ils vont se reporter sur tous ceux qui, à leur goût, sont des pseudo-victimes. Et là, bien sûr, qui sont les pseudo-victimes? Ça ne peut être à leurs yeux que des juifs. Parce que pour eux, dans leur monde, dans leur territoire de leur cité, dans leur territoire même en prison, automatiquement, l'autre est quelqu'un d'étranger, la peur de l'étranger, ils ont l'angoisse, et comme ils ne le connaissent pas, du coup, ils vont se reporter sur un bouc émissaire. Or, comment trouver quel est le bouc émissaire? Eux-mêmes pourtant, ils sont issus, en tout cas leurs parents sont issus souvent de l'immigration. Donc du coup, eux, le problème de couleur, c'est pas ça, c'est pas un problème raciste de couleur. Donc, ils vont chercher quelqu'un d'autre. Au niveau de la religion, la majorité d'entre eux se disent, j'ai bien dit, se disent musulmans ou évangélistes. Donc là aussi, on va chercher quelqu'un d'autre. Donc si on cherche quelqu'un d'autre de leur entourage qu'ils ne connaissent pas, eh bien, on retombe sur principalement les juifs, mais aussi, de plus en plus, il y a un dénigrement envers aussi les Chinois et les Roms principalement aussi. Donc, je reviens un peu sur cette étude parce que je pense que c'est important de bien connaître ce processus de pensée pour maintenant appréhender mes cours. Et justement, dans le conflit israélo-arabe, en fait, j'apporte beaucoup. Alors, excuse-moi, du coup, je suis un peu vite. Puisque je parlais du problème de territoire, j'accorde beaucoup d'importance sur un travail cartographique. Et ça me permet justement, eux, ils connaissent un territoire, leur territoire est très petit, puisque c'est la cité ou c'est leur immeuble. Et donc, pour étudier le conflit israélo-palestinien et pour essayer de déconstruire tout ce qu'ils peuvent entendre, parce que eux, le conflit israélien-palestinien, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, en 2017, ça n'existe pas. Avant, ils ne savent pas ce qui s'est passé.
à la rigueur un petit peu. Ils connaissent la guerre du Kippour, mais vraiment, on va dire, très très peu pour certains. Donc du coup, je préfère faire un travail, j'aborde mon travail par rapport à... Je m'appuie sur la cartographie. La cartographie parce que pour eux, je me dis que voilà, le territoire, c'est quelque chose d'important. Et quand on veut enseigner le conflit israélo-palestinien, justement, le territoire, c'est plus qu'important. Et à travers, je leur montre différentes cartes. Et là, je ne fais pas du tout ce que préconisent les programmes, notamment en terminale. C'est que je reviens très en arrière et je leur propose un travail principalement sur l'Antiquité. Je revois un peu les anciennes cartes. Je m'appuie sur le travail de Claude Nicolet, notamment dans la romanisation du Moyen-Orient. Et donc, du coup, ça me permet un peu de revoir le vocabulaire. Et là, ils voient un mot, Israël. Ils ont vu aussi le royaume un peu avant, le royaume de Judée. Ils voient aussi le mot nouveau, donc Palestine qui arrive avec les Romains. Et donc, du coup, pour eux, ça leur pose question parce qu'ils me disent à chaque fois, mais ah bon, ça existait avant, ça? C'est quoi? Mais c'est un conflit récent, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça me permet quand même de rétablir. Et donc, progressivement, ce que je fais, c'est que je leur montre donc une succession de cartes et je ne me base que sur la lecture de la légende. Alors ça paraît très réducteur, mais au moins ça leur permet aussi de faire un peu de méthodologie. Je pense toujours aussi à mes terminales qui vont devoir un jour faire de la cartographie en géographie. Donc, je prends du temps aussi sur la légende. Et à travers la légende, ils voient des mots, ils voient des interférences et la problématique de cette région, puisque quand on regarde un peu le Proche-Orient, qu'est-ce que l'on voit? On voit plein de noms différents, on voit des frontières qui bougent dans tous les sens, que ça soit l'Antiquité, au Moyen-Âge, au temps moderne, et puis bien sûr à l'heure actuelle. Et donc du coup, ça les perturbe. En tout cas, voilà, je suscite en eux un doute. Et c'est ce que je veux, puisque je veux les faire réfléchir justement sur cette notion de conflit qui n'est pas un acte présent, mais un acte aussi passé. C'est construit dans le passé et on ne peut le comprendre que par le passé et bien sûr par le problème du territoire et aussi bien sûr par rapport aux autres liens géographiques, c'est-à-dire la démographie. Je me suis appuyée sur notamment les travaux de Georges Bensoussan sur la disparition des Juifs au Moyen-Orient et Proche-Orient. Et donc, ça leur permet aussi de réfléchir sur, voilà, aujourd'hui, puisqu'il faut aussi le dire, en 2017, voilà, il y a très peu de Juifs aujourd'hui au Moyen-Orient. Ils sont concentrés en Israël. Ailleurs, ils n'existent quasiment plus. Et d'ailleurs, je leur montre des photos de capitales où on ne voit plus aucune synagogue. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important pour eux, pour essayer un peu de dégrossir sur ces juifs qui sont partout. Et donc voilà, voilà comment j'aborde ce conflit israélo-palestinien. Alors, suite à cette succession de cartes que je fais, alors je fais ça en à peu près 2 heures. Je leur fais une succession de cartes et je me laisse 1 heure à peu près, parce que j'ai oublié de vous dire, pour certains, j'ai la chance de les avoir 3 heures de suite. J'ai chance. Et l'heure qui me reste, je la consacre sur leur réaction par rapport à ce qu'ils ont vu. Et c'est là où je me rends compte justement qu'ils ont compris, ou en tout cas, ils me font comprendre que voilà, c'est un sujet qui est complexe. Ils ont vu que ce n'est pas que des Israéliens et des Arabes. Et à ce moment-là, je prends du temps sur le vocabulaire et notamment sur ce que c'est qu'un Juif, un Israélien,
qu'est-ce que c'est qu'un musulman, qu'est-ce que c'est un arabe. Voilà, je refais un petit peu du vocabulaire et de l'identité parce que, là aussi, chose importante, pour eux, l'identité, ils n'ont pas d'identité. Quand ils sont ailleurs, dans leur cité, en général, ces jeunes n'ont pas de cité parce qu'ils ne vivent que par rapport à leur père. L'individu n'existe pas. Et donc, en prison, l'individu n'existe pas non plus parce que ce sont des numéros d'écrou. Et donc là, justement, ça me permet de revoir un peu l'identité et l'importance de l'identité pour enseigner ce conflit. Et pour ceux, parce qu'à la fin de cet exposé, j'ai toujours des rétractaires qui, de toute façon, me disent que je dis n'importe quoi. Alors que j'ai bien sûr insisté sur des cartes exprès pour ne pas non plus raconter, parce qu'ils doutent beaucoup sur l'histoire avec un grand H. Et c'est pour cela que j'utilise des cartes, parce qu'au moins les cartes, ils n'ont pas l'impression de faire de l'histoire, alors que ce sont des cartes historiques, mais ça passe beaucoup mieux dans leur esprit. Et j'ai remarqué, je fais ça maintenant. Avant, je m'appuyais sur des documents, sur des témoignages, et en fait, je pense que la cartographie est un élément très important, et surtout pour eux qui doutent de tout, et on va dire de tout ce qui est, on raconte des histoires. Là, au moins, la carte, ça leur paraît beaucoup plus neutre. C'est assez paradoxal, mais voilà. Et donc, pour les rétractaires, je leur propose, parce qu'ils me cherchent un petit peu sur des données actuelles, et notamment leur problème des chiffres. Ils sont omnibulés. Tout à l'heure, on parlait de ça justement dans une table. Le problème de chiffrer le nombre de juifs sur Terre, ça les hante. C'est leur souci premier. Et quand donc je m'appuie, je leur montre d'abord qu'il est difficile de chiffrer, comme on l'a dit, dès qu'on touche par rapport à la religion, des faits religieux, que ce soit donc dans n'importe quel les musulmans, les chrétiens, etc. Et donc, je m'appuie sur des chiffres de l'INSEE. Et là, ils sont assez surpris de voir qu'à leur grand désespoir, il n'y a pas tant de juifs sur Terre. Et même en Israël, ils sont assez surpris de voir qu'il y a quand même un peu plus de 20% d'arabo-musulmans qui vivent là-bas aussi, malgré le problème de la Cisjordanie. Donc ça, je pense que c'est aussi important à leur montrer. Alors, je vais me dépêcher parce que donc ça, je devais vous présenter un petit peu cette question parce que elle est de plus en plus importante pour ces élèves. Mais en fait, j'ai travaillé aussi avec, alors là c'est plutôt avec les mineurs, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je travaille à la fois chez les majeurs et chez les mineurs. Et chez les mineurs, j'ai principalement des élèves qui sont issus qui ont quitté le collège ou qui sont principalement en seconde, première pro et quelques-uns en terminale générale. Et donc, je travaille, j'ai choisi avec eux de travailler, d'aborder la Shoah par l'intermédiaire de concours nationaux. Alors ça, je le faisais avant dans mes collèges classiques dans lesquels j'enseignais. Donc là, du coup, je me suis dit que tiens, pourquoi pas enseigner la Shoah à travers les concours, en sachant que enseigner la Shoah à travers les concours, c'était aussi pas anodin parce que le concours, c'est un challenge, donc pour eux, c'était aussi important de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose à la même hauteur que les autres, car souvent, ils ont une image d'eux qui est très négative. Ils sont en prison parce qu'ils ont été à la marge, ils ont commis un acte grave ou pas, mais en tout cas, ils ont commis un acte qui les a exclus de la société. Et donc, du coup, le fait de les préparer à un concours, ça les permet de les ramener à la société, puisque là, par ces concours, le prix Corin, le CNRD ou la Fondation Seligman, ce sont des concours nationaux. Donc, ils sont mis en rivalité avec les
des autres élèves. Ils sont considérés comme d'autres élèves. Et ça, c'est très porteur pour eux. Il y a une revalorisation de la personnalité. Et notamment, j'avais eu la chance d'assister à un colloque sur le sport et le nazisme qui avait eu lieu ici un dimanche au Mémorial de la Shoah, suivi après de l'exposition. Et vraiment, ça m'avait donné une idée. Je me suis dit, je ne peux pas rester indemne par rapport à ça, d'autant plus que le corps, parce que quand j'ai vu l'exposition, quand j'ai entendu les intervenants, je me suis rendu compte que, et notamment par rapport à la propagande nazie, le culte du corps est très important. Et justement, eux, ces élèves-là, le culte du corps est très important. Soit parce qu'ils l'ont oublié, ils l'ont détruit par autodestruction, ou aussi ils ont peur de s'affronter eux-mêmes par rapport à leur corps, en sachant qu'ils sont des adolescents. Et le passage justement à l'adolescence, on sait très bien que la relation du corps et l'adolescence, c'est très problématique. Donc du coup, à travers ça, je me suis dit que c'était une opportunité. Le sport, ils adorent ça, ils connaissent plein de choses. Et puis pour eux, un juif, c'est pas sportif. Donc du coup, c'était très bien pour moi. J'avais une aubaine. Donc voilà. Donc ce que je fais, donc j'ai assisté donc à ça. J'ai pris plein de documents. Étant donné qu'en milieu carcéral, nous sommes pauvres au niveau documentaire, je n'ai pas accès à Internet, bien sûr. Vous pouvez comprendre pourquoi. Eux peut-être l'ont en cellule, mais moi je ne l'ai pas. Donc du coup, je leur apporte plein de documents et après, je leur demande, à eux, de se débrouiller avec la tonne de documents que j'apporte pour essayer donc de construire quelque chose qu'ils vont présenter après un concours. Et l'idée de l'abécédaire, parce que je l'ai fait 2 fois, l'idée d'un abécédaire, là aussi, c'est important, le langage, parce qu'ils ont un langage de cité, ils ne connaissent que leur langage, et travailler sur un abécédaire, ça permet aussi de travailler sur un autre langage et de voir aussi comment les nazis ont utilisé le langage dans leur propagande et dans l'extermination des Juifs. Donc vous voyez, je me sers de tout ça. Et donc ils ont, je leur apporte un maximum de documents. Et pour le sport, donc ils devaient, l'objectif c'était de choisir, donc ils avaient 6 heures. Pour présenter l'abécédaire, ils devaient choisir chacun 2 athlètes et après de présenter à l'oral le parcours de ces athlètes. Et dans la restitution de leur parcours, en fait, ils ont... alors parfois c'était un peu dur parce qu'il y en avait certains, et notamment le foot, dès qu'ils ont vu le foot, ils l'ont pris en premier, sauf qu'il n'y avait pas autant de documents, je n'ai pas trouvé autant de documents que ça. Donc du coup, je les ai un peu sollicités pour prendre d'autres sports, et ils ont donc présenté, et à leur étonnement, grâce à ça, eh ben, ils ont pu comprendre que la Shoah, ben, c'est quoi? C'est toutes les nationalités de l'Europe. C'est n'importe qui, un sportif notamment, connu ou pas connu, qui a pu être soit qui a pris les devants et qui est parti se réfugier aux États-Unis, ou alors qui est resté et qui a connu un camp. Et donc, du coup, ça leur permet d'internationaliser la Shoah et de voir tout le processus, puisque à travers le sport, on peut voir le destin de sportifs dès l'arrivée d'Hitler de 1933, et on le voit aussi à la Libération, puisque dans les propos qu'ils ont, dans les sportifs, pardon, ils ont aussi découvert, par exemple, Alfred Nakache, hein, le nageur, qui lui a survécu, et donc ça permet justement de voir le après et comment ça se passe. Voilà, donc alors je voulais juste, pour terminer, donc l'aspect concours me plaît beaucoup, et pour eux ça marche très bien, c'est très positif parce qu'ils se valorisent par rapport aux autres. Et donc j'ai fait d'autres
d'autres concours, et notamment pour le concours national de la résistance et de la déportation. J'ai fait créer un jeu du Qui-est sur des personnes, sur la libération, donc savoir comment avaient vécu certaines personnes la libération. Et puis l'année dernière, nous avons travaillé sur encore un abécédaire pour travailler sur le langage dans le système concentrationnaire. Voilà. Alors j'avais, mais bon, j'ai plus de temps. Ces élèves, alors ce qui est bien, et j'ai vraiment de la chance, c'est que toutes les participations auxquelles les élèves ont participé, à chaque fois, ils ont obtenu un prix, que ce soit un prix départemental ou un prix voire national. Et grâce aux prix départementaux ou nationaux, ils ont eu le droit à un diplôme. Et les diplômes, moi, je les affiche dans ma salle. Et c'est du coup, pour les autres, c'est aussi un moyen de reconduire. Et à chaque fois, on me demande, cette année, on fera un concours avec vous, on fera quelque chose. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important, en sachant que grâce à ça, alors moi maintenant j'assume alors que j'y suis pas, ils sont persuadés que je suis une lesbienne juive, donc j'assume et voilà. Merci beaucoup. Bien, je vais passer la parole à Géraldine Dupuis-Denis, professeure agrégée d'histoire au lycée Saint-Exupéry de Lyon, qui va nous présenter « Lutter contre les assassins de la mémoire et défendre les valeurs républicaines dans un état de droit ». Merci beaucoup. Merci. Ça marche ? Oui. Bon, alors j'espère qu'il vous reste encore un tout petit peu d'énergie pour m'écouter avec toutes les choses tellement intéressantes qu'on a entendues depuis ce matin. Alors, je vais vous présenter donc mon travail. En fait, donc j'enseigne à Lyon et du 11 mai au 4 juillet 2017 a été célébrée à Lyon la commémoration des 30 ans du procès Barbie, qui s'était tenu donc dans la ville en 1987. Et donc, de nombreuses manifestations ont été organisées à cette occasion. C'est dans ce contexte que j'avais décidé d'entreprendre un projet avec une classe de première S. Et puis finalement, les terminales ont été associées au projet. Et puis finalement, je vais vous expliquer comment l'ensemble du lycée. Bon, ça aussi, ça n'a pas toujours été simple à gérer du coup. Alors, je tiens à souligner que depuis de nombreuses années, en fait, je travaille avec des associations qui transmettent la mémoire. Donc, je dis pas ça pour faire la maline, je dis ça parce que pour organiser le projet, le travail avec ces associations m'a permis d'avoir un réseau et de faire venir plus facilement des intervenants. Alors, par exemple, chaque année, j'emmène une classe de première au camp du Struthof avec une association, le mieux à dire, tous les contacts, je pourrais vous les donner si vous m'envoyez un mail, je pourrais vous donner tout ça, qui finance en grande partie la sortie, qui fait que la sortie coûte 20 € pour 2 jours par élève, et dans un établissement public, c'est très précieux. Je me suis aussi rendue, par exemple, à Oradour, et avec les élèves, nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Ebras, qui est aujourd'hui le dernier survivant, en fait, du massacre d'Oradour. C'était d'ailleurs très intéressant, cette intervention de Monsieur Ebras auprès des élèves sur la relation entre témoignage et histoire, parce que son histoire, c'est pas forcément l'histoire que nous, on enseigne. Quand Monsieur Ebras parle des « malgré nous », il refuse d'employer le terme « malgré nous ». Pour lui, ce sont des criminels qui ont participé au massacre de sa famille, alors que en 1953, le procès de Bordeaux qui avait jugé donc la division d'Asreich, et parmi lesquels il y avait 12 malgré nous, les 12 malgré nous, ils avaient été graciés par la suite, et parce que c'était des malgré nous. Et M. Ebras, ça, il conteste. Bon, alors sur l'histoire, la mémoire, voilà, c'est intéressant. Par exemple aussi, des membres d'associations viennent au lycée. Notamment, on a chaque année une maquette du camp de Buchenwald, qui est la réplique d'une maquette qui a été faite par un ancien déporté de Buchenwald en boîte de camembert.
La vraie maquette, elle est exposée à Saint-Étienne. L'association avec laquelle je travaille, ils ont une réplique, ils l'amènent au lycée et ça permet de rendre très vivant du coup le cours sur la déportation. Les élèves circulent autour de la maquette, ça rend les choses très concrètes. Pour en revenir maintenant à mon projet de l'année dernière, tout est parti d'une réaction d'élèves l'année précédente. Dans le cadre du cours sur enseigner l'historien et les mémoires de la Shoah en terminale, j'avais voulu étudier avec les élèves ce tract négationniste qu'on a dû vous faire passer tout à l'heure. Et en fait, pourquoi j'avais voulu étudier ce tract négationniste? Il avait été distribué dans les boîtes aux lettres lyonnaises en 1987 au moment du procès Barbie. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer que finalement, en dépit de tous les travaux menés depuis Robert Paxton, Lanzmann, les Klarsfeld, pour évidemment apporter des preuves absolument définitives qui ne permettraient plus de contester la Shoah, eh bien, il y avait encore des gens, comme M. Forisson d'ailleurs à Lyon, qui continuaient à diffuser ces idées. Alors ce tract, on l'a bien sûr étudié en classe. J'avais pris la précaution d'écrire tract étudié de façon critique, parce que j'avais peur que ça circule et qu'on se demande un peu ce que je faisais avec mes tracts dans mes cours d'histoire. Donc, évidemment, là, on retrouve tous les arguments et les stratégies négationnistes dans ce tract. Les petites phrases, les chiffres fantaisistes, le fait que les Juifs auraient voulu la guerre et que donc il avait été légitime pour les Allemands de les traiter comme des ennemis. Le fait aussi, on invoque, il y a énormément d'amalgames dans ce tract. On invoque les massacres de Dresde, d'Hiroshima, de Sabra et Shatila. Finalement, les Juifs ne sont pas plus victimes que les autres et on amalgame pour mieux discréditer. C'est écrit d'ailleurs dans ce tract: pendant cette guerre, le sort des Allemands, des Juifs et des autres a été atrocement banal. Voilà. Donc, on retrouve aussi bien sûr l'antisémitisme chez les négationnistes, avec la prétendue devise d'Israël: plus je pleure, plus je palpe, plus je palpe et plus je pleure. On peut évidemment insister aussi sur le caractère très indigne et irrespectueux de la petite bande dessinée, avec ce déporté qui s'aperçoit d'un air ahuri qu'on lui a greffé les pieds à la place des mains. Donc, évidemment, l'ignominie ultime, la preuve de la non-extermination des Juifs. Ils n'ont pas été exterminés puisqu'il en reste. Et d'ailleurs, c'est écrit dans ce tract: chaque miraculé est la preuve vivante que ce qu'il raconte de l'extermination est une salade. Alors, en même temps, je voyais bien que les élèves étaient très perturbés par ce tract, qu'il était difficile à analyser. À la fois, les élèves voyaient que le propos était mensonger, mais ils avaient quand même de grandes difficultés à le contrer. Et finalement, c'est tout le danger de la perversion rhétorique dans le discours négationniste. Donc, je me suis dit que la justice... un procès mené dans le cadre d'un état de droit et qui avait amené toutes les preuves rigoureuses, voilà, au terme d'une instruction exemplaire, m'apparaissait vraiment comme un outil intéressant pour déconstruire le discours négationniste, d'où la décision de mener ce projet autour du procès Barbie, donc l'année suivante. Alors, évidemment, le projet a démarré après une série de cours sur la Seconde Guerre mondiale, donc en classe de première, puisque c'était important de replacer quand même, évidemment, le conflit dans sa chronologie, les différents acteurs. Évidemment, il a fallu évoquer la figure de Klaus Barbie, donc le boucher de Lyon, chef de la Gestapo lyonnaise, qui avait réussi donc à fuir à la libération de Lyon en Amérique du Sud et puis protégé par la dictature bolivienne. Donc jusqu'au début des années 80, il a été extradé donc en 1983 en France. Nous avions visité aussi 2 lieux de mémoire, la prison de Montluc, dans laquelle étaient enfermées en fait les victimes de Barbie, et Barbie lui-même d'ailleurs au moment de son procès. Et puis nous avions aussi visité le centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, qui était l'ancien siège de la Gestapo. Et dans ce centre, en fait, on peut visualiser de nombreux extraits du procès Barbie, puisque la richesse aussi de ce procès, c'est qu'il a été intégralement filmé. Alors, au mois de janvier, donc l'année dernière, à 2 semaines d'intervalle, nous avons accueilli au lycée Maître Ugo Iannucci, qui était l'un des avocats des parties civiles au procès Barbie.
Alors lui, il a largement évoqué en fait auprès des élèves le fait que il avait fallu trouver de nouvelles preuves pour lancer de nouveaux chefs d'accusation pour Barbie. En fait, Barbie avait été jugée par contumace dans les années 50 et pour crimes de guerre. Ces crimes auraient été prescrits dans les années 70, ce qui fait que Barbie aurait pu réapparaître dans les années 70 et vivre parfaitement librement. Des avocats, des gens d'association, dont Maître Iannucci, ont recherché des preuves pour pouvoir accuser Barbie de crimes contre l'humanité. Cette fois-là, ça ne serait pas prescrit. Au moment où ils ont fait cette démarche, ils ignoraient même si Barbie était encore en vie et encore moins où il pouvait se trouver. Donc Maître Iannucci a expliqué tout cela aux élèves. Ensuite, nous avons fait venir le procureur Jean-Olivier Villou, qui avait assisté en fait le procureur Truche au moment du procès Barbie. Et donc, Jean-Olivier Villou, lui, a vraiment insisté sur le caractère vraiment exemplaire du procès auquel Barbie avait eu droit. C'est-à-dire qu'il a rappelé notamment l'action de M. Badinter, qui était donc ministre de la Justice à l'époque du retour de Barbie en France. M. Badinter, son père, a été raflé rue Sainte-Catherine à Lyon le 12 février 1944. Et donc M. Badinter, père, est une victime de Klaus Barbie. Et c'est son fils Robert Badinter qui a fait voter, qui a mené le combat contre la peine de mort. Finalement, si Barbie a échappé à la peine de mort, c'est aussi par l'action de M. Badinter, dont le père avait été une victime de Barbie. Barbie a eu évidemment droit au conseil d'avocats. Il a rapidement décidé de ne plus participer aux audiences et selon le droit français, on l'y a autorisé, en dépit de tous les problèmes que ça posait. Alors évidemment, les élèves se sont beaucoup interrogés sur la stratégie de la défense de Barbie. Maître Vergès, le très médiatique avocat de Barbie, a choisi, comme d'ailleurs tous les avocats de la défense depuis les procès de Nuremberg, d'expliquer que son client n'était qu'un maillon d'une chaîne qui dépassait complètement, un simple exécutant. C'est cette banalité du mal qu'a décrit Hannah Arendt. Donc finalement, les accusés se retranchent derrière la hiérarchie. Alors finalement, les élèves et nous, on s'est posé la question, qui était ce Barbie ? Est-ce que c'était finalement seulement un type ordinaire embrigadé quelque part dans une idéologie à laquelle il était contraint d'obéir. Alors bien sûr, ça, l'instruction et le procès l'ont prouvé. Barbie ne s'est pas contenté d'obéir à des ordres imposés. Lui affirmait qu'il n'avait pourchassé que des résistants. C'est évidemment faux. Le procès l'a montré. Il a en fait torturé sadiquement et envoyé dans des camps d'extermination de très nombreux innocents, dont les 44 enfants d'Isieux, de la colonie d'Isieux, sont évidemment un symbole. Et on voit notamment dans les images du procès les témoignages de Madame Zlatin, la directrice de la maison d'Isieux. On voit les témoignages des mères des enfants qui montrent bien que la stratégie de défense de Barbie ne tenait absolument pas. Alors, les élèves se sont quand même interrogés aussi, était-ce même pour Barbie la meilleure défense ? S'il avait reconnu ses actes, n'aurait-il pas montré un visage plus humain et finalement n'aurait-il pas pu espérer obtenir la clémence qu'on accorde à celui qui se repent de ses actes ? Bon, c'est une question que les élèves ont pu se poser. Et puis donc le 11 mai donc de cette année, c'était donc le jour le 30e anniversaire du jour de l'ouverture du procès Barbie. Nous avons eu la chance d'accueillir monsieur et madame Klarsfeld qui sont venus donc rencontrer les élèves du lycée. Alors là, ça a pris une ampleur plus importante quand la mairie a su que j'avais réussi à faire venir monsieur et madame Klarsfeld. On m'a donné une salle gracieusement, des fêtes, la rectrice est arrivée, ma proviseure était complètement paniquée à l'idée d'un attentat. Bon, et du coup, c'était un petit peu, voilà, pas toujours simple, mais enfin,
le couple a évidemment évoqué son rôle dans la traque de Barbie. Le couple a évoqué son engagement, évidemment, à rassembler toutes les preuves, que ce soit pour retrouver l'identité de toutes les victimes de la Shoah, établir des listes de noms, des dates, par quel convoi les gens sont partis. Voilà, ils ont expliqué leur travail. Monsieur Klarsfeld a expliqué son travail, y compris dans les archives new-yorkaises, pour retrouver tout cela. Donc on voyait bien ici que les discours négationnistes, si vous voulez, n'étaient plus du tout crédibles, vous voyez, pour les élèves. Alors évidemment, beaucoup de questions ont été posées au Klarsfeld. Les élèves comprenaient bien le combat, l'engagement de M. Klarsfeld, qui quelque part faisait vivre à travers la mémoire de toutes les victimes de la Shoah, aussi celle de son père, qui est mort en déportation et qui s'était sacrifié puisqu'il avait construit un abri de fortune pour cacher sa famille, et sa famille a pu s'abriter le jour de la rafle, mais lui a été arrêté. Les élèves, évidemment, se sont interrogés davantage sur le parcours de Madame Klarsfeld, qui leur paraissait, cette jeune femme allemande dont le papa avait été dans la Wehrmacht, pas nazi, mais dans la Wehrmacht, et qui a tout affronté, la prison, les menaces de mort, pour mener ce combat pour la vérité. Alors les élèves lui ont demandé est-ce que c'est seulement l'amour de votre mari, est-ce qu'aussi c'est quelque part une façon d'expier pour tout votre peuple. Voilà, alors, c'était des échanges très intéressants. Évidemment, Monsieur Klarsfeld a insisté, nous étions en pleine période électorale, Madame Le Pen venait d'être battue au second tour, néanmoins les législatives restaient à faire. Donc Monsieur Klarsfeld a insisté dans le contexte très particulier des élections présidentielles et législatives sur la nécessité pour les jeunes de s'engager afin, je cite, de faire reculer toute cette menace. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, nous avons le temps de prendre quelques questions, me dit-on. Bonjour. À propos des Roms, vous avez déjà fait venir des gens qui sont descendants de personnes qui sont mortes dans les camps, par exemple. Puis, une toute petite chose que je voulais vous ajouter, à Perpignan, on a fait des écoles spéciales pour les enfants gitans, et ils y sont... Moi, ceux que j'ai rencontrés m'ont dit, nous, on n'ira pas parce que c'est de la discrimination. Donc, en France. Oui. Avec d'autres élèves allophones. Bon, il y a eu une période où ça a dû être différent. L'expérience que j'ai sur l'Académie de Créteil, au Collège Molière, ils sont mélangés, et dans les UP2A aujourd'hui, ils sont absolument mélangés à d'autres enfants mineurs, migrants, etc. D'accord. Ils suivent une partie des cours avec les enfants qui sont scolarisés D'accord. Ils ne sont pas tout le temps en groupe séparé. On passe des heures. Alors, pour les interventions de gens qui... Les témoins sont morts, l'espérance de vie n'est pas la même pour les Roms que pour le reste. Oui, mais moi j'en ai rencontré aussi. Je posais la question de savoir si vous aviez fait venir... En fait, là, c'est... Pour reprendre ce que disait Hubert, c'est un peu aussi un projet expérimental. Donc, voilà. On s'est posé beaucoup de questions. Moi, j'avais envie de faire venir des Roms dans ma classe, et après, ou bien d'aller sur place, puisqu'on est vraiment à 600 mètres. Et c'est posé la question du voyeurisme. En fait, voilà, ça... Je ne sais pas encore comment faire pour qu'on arrive à se mettre en contact. Donc, le fait de passer par une classe du P2A qui est gérée par une de mes amies, je pensais que ce serait plus facile. On se met en contact, mais en même temps, ces enfants, ils sont mélangés à d'autres élèves, quoi. Voilà, aller dans un camp, je ne sais pas, peut-être. Je ne parlais pas de ça, je parlais pardon. De la Shoah, moi. Ah, alors en fait, c'est vraiment... j'en parle évidemment à la fin de mon intervention parce que c'est l'aboutissement d'une politique de discrimination, voilà. Mais c'est pas l'objectif central. Par contre, on peut imaginer un prolongement en première. Là, c'est plus intéressant avec mes classes de première ES, par exemple. On peut imaginer
un prolongement, ça, c'est tout à fait possible. Vous avez autant de préjugés positifs que de préjugés négatifs, donc il faut travailler sur les deux, ça me semble. Voilà. Et puis effectivement, le distinguo sur les termes est essentiel. Moi, j'en ai pas entendu beaucoup. J'en entends systématiquement chez les élèves. Tous les tziganes sont musiciens. Moi, j'ai pas entendu pour. Enfin, après, tous les tziganes sont beaucoup plus solidaires que les autres. Alors, ils ont un sens de la famille. Voilà, le sens de la famille, ça, je l'ai déjà. C'est positif. Ouais. Mais voilà, enfin, après, il y a plein de pistes à explorer. Si je peux juste apporter un grain de sel, être solidaire en famille, etc., je trouve ça négatif. Hein. C'est ce qu'on a entendu malheureusement à chaque crime antisémite. Hein. Donc, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Je crois que nous sommes obligés de terminer malheureusement, mais je voulais quand même dire un mot. Mon admiration totale pour les 3 intervenantes, hein, qui sont formidables. Et je pense que dans la salle, il s'est passé quelque chose. Hein. Et pour revenir à l'intitulé de notre table ronde, certes, il y a des questions sensibles, mais les enseignants ne baissent pas les bras. Et ils pourraient le faire en se disant, non, finalement, on va faire l'impasse sur telle ou telle question. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, merci 1000 fois pour ce que vous faites.